Je vais également me permettre, avec l'autorisation de tout le monde, de procéder à l'enregistrement de la formation pour permettre aux personnes qui ne peuvent participer aujourd'hui de disposer d'un support audio-vidéo, de la même façon qu'habituellement, lorsque vous nous demandez la communication des slides. Si vous souhaitez également profiter de l'enregistrement, n'hésitez pas à le demander. Anne-Sophie se fera un plaisir de vous transmettre la vidéo si nécessaire. Alors, est-ce que l'un d'entre vous peut me confirmer que vous disposez bien sur votre écran de la projection du document, s'il vous plaît? Oui, ça Ouais, c'est fonctionne. bon pour moi. Oui, Parfait. c'est bon. Allez, alors on va démarrer doucement. Donc effectivement, on se voit aujourd'hui et je voulais effectivement profiter du premier petit déjeuner de l'année pour vous parler d'un sujet brûlant, brûlant bien que consistant en un vieux loup de mer qui nous occupe depuis 2025, puisque comme vous le savez, un projet de loi de simplification de la vie économique est en débat auprès des deux chambres depuis maintenant plusieurs mois. Avait fait l'objet du déclenchement par le gouvernement de la procédure accélérée et a enfin été examiné par la commission mixte paritaire qui a effectivement élaboré un texte final, lequel a été publié le 20 janvier dernier et qui emporte potentiellement des conséquences sur la pratique des baux commerciaux. Et ce texte, s'il est adopté, en tout cas dans sa version telle qu'elle a été élaborée et adoptée par la commission mixte paritaire, pourrait avoir des enjeux sur la pratique de la matière. Et donc, c'est la raison pour laquelle je voulais, en anticipation de la revue du texte final par les deux chambres, pouvoir vous présenter les incidences éventuelles que cette loi, si elle était adoptée, pourrait avoir pour vous en tant que professionnel de la matière, que ce soit côté bailleur, côté preneur, puisque je sais que parmi les participants, on a à la fois des représentants des bailleurs et des représentants des locataires. Donc, effectivement, c'était l'objet de ce premier petit déjeuner de l'année, que de faire le tour des modifications qui pourraient être apportées au statut. Donc, effectivement, le premier enjeu qui nous préoccupe, c'est celui sur la refacturation de la taxe foncière. Donc, je vais pas faire un long teasing sur le sujet. La commission mixte paritaire a supprimé le projet d'article 8 ter tel qu'il avait été inséré en première lecture par l'Assemblée nationale. Donc, ce sujet n'existe plus, mais je vais quand même me permettre de refaire une petite revue historique de ce qui s'est dit sur les différentes chambres, puisque le sujet de l'absence de possibilité de refacturation par les bailleurs de la taxe foncière était né à l'occasion des discussions sur la loi Pinel en 2014, a refait surface à l'occasion de ce projet de loi de simplification. Donc on sait que c'est quelque chose qui est dans les tuyaux et que certaines branches politiques essayent de faire passer depuis maintenant plusieurs années. Donc c'est toujours intéressant de rappeler effectivement le contexte dans lequel s'inscrivent ces discussions, puisque bon, y a tout lieu à penser qu'un jour, effectivement, ce débat reviendra. Donc effectivement, lors de la lecture du projet de loi par l'Assemblée nationale, il avait été inséré un article 8 ter au projet de loi. Donc vous voyez à l'écran qui est ainsi rédigé. La taxe foncière mentionnée à l'article 1380 du Code général des impôts est à la charge du bailleur et automatiquement acquittée par ce dernier. Donc, comme vous le constatez, on note immédiatement effectivement la maladresse rédactionnelle, puisque, bien entendu,
la taxe foncière est à la charge du bailleur par l'effet du Code général des impôts. Donc là, on enfonce une porte ouverte. Elle est également automatiquement acquittée par ce dernier, puisque l'avis d'imposition arrive classiquement sur le bureau du bailleur, et donc elle est acquittée par le bailleur. Et généralement, dans le cadre d'un bail commercial, il en est prévu simplement la refacturation sur le preneur, par l'objet d'une facturation dédiée, en annexe de laquelle, d'ailleurs, est souvent joint l'avis d'imposition qui est effectivement reçu par les bailleurs. Oups là, excusez-moi, on a bougé de page. Et donc effectivement, on voit mal en quoi ce texte aurait pu interdire la possibilité de refacturation telle qu'elle est aujourd'hui organisée par les baux. Mais effectivement, dans le cadre des échanges qui ont eu lieu devant l'Assemblée nationale, l'objet était de ne plus permettre cette refacturation par les propriétaires bailleurs à leurs preneurs du montant de la taxe foncière. Comme je vous disais, proposition qui avait déjà été formulée à l'occasion des débats parlementaires sur la loi Pinel et qui était ressortie aujourd'hui. Donc effectivement, aujourd'hui, cette demande qui émanait effectivement du groupe LFI n'a pas été retenue par la commission mixte paritaire. Heureusement, compte tenu effectivement de la rédaction du texte qui aurait pu, à mon sens, occasionner pas mal de débats jurisprudentiels. Toutefois, on voit quand même la volonté des parlementaires d'essayer maladroitement, certes, de rééquilibrer les choses dans le cadre des refacturations, au même titre que la loi Pinel a interdit la refacturation des grosses réparations de l'article 606, et donc de considérer que la taxe foncière s'attachant à la propriété de l'immeuble doit rester définitivement à la charge des bailleurs. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que dans le cadre de la rédaction telle qu'elle était envisagée, cet article avait vocation à s'insérer au dernier alinéa de l'article 145-40 du Code de commerce, donc qui prévoit effectivement le fameux inventaire de répartition des charges et taxes. Et cet article est déclaré d'ordre public par l'article 145-15, de sorte que si le texte avait été adopté, il n'aurait pas été possible, au même titre qu'il est impossible aujourd'hui de permettre la refacturation des grosses réparations de l'article 606, il n'aurait pas été possible, quel que soit le mode de rédaction, que ce soit dans le cadre du bail ou dans le cadre d'une side letter, il aurait été carrément impossible de prévoir une refacturation quelconque de la taxe foncière sur les preneurs. Dans le cours du débat sur ce projet de loi, des réflexions ont été menées côté bailleur, auquel le cabinet a également participé, qui a consisté à chercher des parades à cette velléité du gouvernement. Ah, excusez-moi, je crois que si vous pouviez juste simplement tous vous mettre en mute, je crois que l'Imatax, c'est... ouais, voilà, parfait, merci beaucoup. Donc effectivement, il avait été chercher des parades côté bailleur pour venir contrecarrer l'absence de refacturation de la taxe foncière. Et donc effectivement, il a été imaginé pour les baux conclus avant l'entrée en vigueur de signer des side letters. Je crois même savoir que certains d'entre vous l'ont fait dans la période un peu grise entre le mois de juin 2025 où le texte tel que revu par l'Assemblée nationale avait été adopté et le 20 janvier, date de réunion de la commission mixte paritaire qui a finalement complètement enterré l'article 8 ter, donc des side letters, pour prévoir effectivement la possibilité de conclure un avenant au bail permettant une réévaluation de loyer à hauteur du montant de la taxe foncière, ou alors sur des baux conclus après l'entrée en vigueur. Certaines lettres d'intérêt LOI prévoyaient même la possibilité, effectivement, en cas d'entrée en vigueur de la loi dans la rédaction telle qu'elle était envisagée initialement par le texte de l'Assemblée nationale, une possibilité automatique de réévaluation des valeurs locatives pour intégrer le montant de la taxe foncière. Donc sachez effectivement aujourd'hui que, en tout cas pour l'heure, cet article a été définitivement enterré par la commission mixte paritaire. Donc à date, le projet tel qu'il va être de nouveau présenté devant l'Assemblée nationale et devant le Sénat ne comporte plus l'article 8 ter prévoyant l'absence de refacturation de la taxe foncière sur les preneurs. Donc si le texte est adopté dans sa version telle que validée par la commission mixte paritaire, le sujet ne se reposera pas, en tout cas dans les mois à venir.
Gageons cependant effectivement que le débat refera nécessairement un jour surface, dès lors, comme je vous l'indiquais, que ça fait maintenant plusieurs années que cette question se pose à l'occasion de textes divers et variés. Et donc aujourd'hui, le sujet est un petit peu écarté, mais il y a lieu de penser qu'il reviendra un jour. S'agissant, deuxième point important, et là, la commission mixte paritaire a conservé dans sa logique les propositions telles qu'elles ressortaient de la dernière lecture par l'Assemblée nationale, les conditions de paiement du loyer par les preneurs. Donc effectivement, c'est l'article 24 du projet de loi, donc aujourd'hui tel qu'adopté par la commission mixte paritaire, qui a créé un nouvel article L145-32-1, qui est rédigé de cette façon: le paiement mensuel du loyer est de droit lorsque le preneur à bail d'un local destiné à l'exercice d'une activité de commerce de détail ou de gros ou de prestation de services à caractère commercial ou artisanal en fait la demande. Cette demande prend effet à compter de l'échéance suivant le paiement du loyer prévu par le bail. Si on essaye de clarifier un tout petit peu cette présentation, le texte, s'il était adopté, prévoit que dès lors que le preneur d'un bail commercial sollicite que le loyer de son bail soit payé mensuellement, le bailleur ne peut pas s'y opposer et doit effectivement, dès lors que la demande en est faite, immédiatement procéder effectivement à l'acceptation d'un paiement mensuel du loyer. Alors la facturation, il n'est rien de prévu sur la facturation, donc à mon sens, elle peut rester facturable trimestriellement. En revanche, le paiement, lui, est mensuel. Et encore une fois, ce nouvel article L145-32-1 serait ajouté à la liste des articles qui sont visés par l'article L145-15 du Code de commerce, et donc serait déclaré d'ordre public, de sorte qu'on ne pourrait pas faire prononcer le preneur à ce droit, et que toute demande faite par ses soins pour obtenir le paiement de son loyer mensuellement s'imposerait au bailleur. Dans le cadre de l'examen du projet de loi par la commission mixte paritaire, il a été ajouté une petite mention qui paraît effectivement relativement appréciable et en tout cas, somme toute, fort logique, qui était la rédaction d'ailleurs initiale du projet de loi, qui avait été supprimée à l'occasion des débats devant l'Assemblée nationale et qui a été réinsérée à l'occasion des débats devant la commission mixte paritaire. Il a été rajouté une condition pour permettre l'application de ce paiement mensuel. Le preneur ne peut faire sa demande en paiement mensuel que sous réserve de l'absence d'arriérés dans le paiement des sommes dues au titre du loyer et des charges et qui n'ont pas fait l'objet d'une contestation préalable. Donc cet ajout semble effectivement assez salvateur, dans la mesure où il paraîtrait quand même assez préjudiciable pour le bailleur, alors même qu'il se trouve face à un locataire qui est en impayé ou en arriéré de loyer depuis plusieurs trimestres, voire même un seul trimestre, de consentir à un paiement mensuel du loyer, alors même que des arriérés sont existants. Donc cette réinsertion permet quand même, somme toute, de limiter la mesure de faveur aux seuls locataires qui sont à jour du paiement de leur loyer et qui sont effectivement de bonne foi, c'est-à-dire sans défaut ou incident de paiement au moment où la demande en est faite. Encore une fois, mais vous le verrez, c'est ce que je vais vous dire tout au long de ce petit déjeuner, on note une certaine maladresse rédactionnelle dans ce texte, notamment en ce qui concerne le champ d'application du futur texte. Puisque vous l'avez bien vu, on parle ici des preneurs à bail d'un local destiné à l'exercice d'une activité de commerce de détail ou de gros ou de prestation de services à caractère commercial ou artisanal. Alors cette rédaction fait penser à celle qui existe en matière de droit de préemption ouvert au bénéfice du preneur commercial, puisqu'on parle à ce titre-là des propriétaires d'un local à usage commercial ou artisanal. Ce qui est regrettable, c'est que le projet de texte initial qui avait été présenté et qui avait été validé par le Sénat avant sa lecture par l'Assemblée générale avait inséré un article 24.1 qui définissait justement ce qu'on entendait par locaux à usage commerciaux et artisanaux au sens du droit de préemption. Et cet article 24.1 a été purement et simplement supprimé à l'occasion de la lecture par l'Assemblée nationale, pas l'Assemblée générale, je m'en excuse, mais l'Assemblée nationale. Et ce texte n'a pas été réintroduit par la commission mixte paritaire à l'occasion de son travail. De sorte qu'il nous appartiendra de déterminer ce que sont des locaux dans lesquels est exercée une activité de commerce de détail
une prestation de service à caractère commercial ou artisanal. Alors, dès le départ, on relève que, a priori, sur les locaux à usage de bureau, il n'y aura pas de débat. Le paiement des loyers pourra rester trimestriel. Et si un locataire de locaux à usage de bureau fait une demande de paiement mensuel de son loyer, le bailleur restera toujours libre de le refuser. Ce texte ne s'imposera pas à lui. La question est en revanche beaucoup plus ambiguë et donnera lieu à beaucoup plus de débats sur des locaux présentant un caractère mixte, que ce soit les locaux à usage d'activité artisanale, industrielle, mais où vous avez effectivement une mixité des fonctions, c'est-à-dire à la fois du stockage et de l'activité de production, ou des purs locaux qui accueillent une activité de prestation logistique. Puisqu'il conviendra à ce moment-là qu'on détermine si, à titre principal, s'exerce dans ces locaux soit une activité de commerce de gros, qui rentre dans la définition qui est aujourd'hui donnée par le texte, ou s'il exerce une activité de prestation de services à caractère commercial. Et là, pour ces catégories de locaux, au même titre que le débat a pu se poser à l'occasion effectivement de l'entrée en vigueur de l'article L145-46-1 sur le droit de préemption sur les locaux à caractère artisanaux ou commerciaux, se posera la question de savoir si la typologie de locataire pourra de droit bénéficier du paiement mensuel ou pas. Et là, il faudra effectivement, à mon sens, attendre les premières décisions pour définitivement valider la nature même de l'activité exercée, pour déterminer si on rentre dans ces locaux destinés à l'exercice d'une activité de commerce de détail ou de gros, ou de prestation de services à caractère commercial ou artisanal. S'agissant de l'applicabilité dans le temps de la réforme sur ce point, ensuite de l'examen du projet par la CMP, il a été expressément prévu que ce deuxièmement du grand 1 de l'article 24, donc qui prévoit le règlement mensuel des loyers, serait applicable aux baux en cours d'exécution à la date de promulgation de la loi. En d'autres termes, y compris pour les baux en cours, dès lors que les locataires remplissent le fameux critère d'exploiter une activité dans un local destiné à exercer une activité de commerce de détail, de gros ou de prestation de services à caractère commercial ou artisanal, dès lors que ces locataires feront la demande de règlement mensuel du loyer, le bailleur n'aura pas d'autre choix que d'y faire droit, et ce, dès l'échéance suivant la demande qui sera faite par le preneur. On ne pourra pas reporter cet effet au renouvellement du bail ou à la conclusion d'un nouveau bail postérieur à l'entrée en vigueur de la loi. Donc ça, c'est un point d'intention qu'il conviendra que vous ayez les uns et les autres. C'est l'une des deux réformes qui prendrait immédiatement effet en cas d'adoption de la loi de simplification de la vie économique, au même titre que ce qui concernera la restitution du dépôt de garantie dont je vais vous parler juste après. Autre point important de cette réforme, c'est l'assouplissement des conditions d'encadrement de la clause d'indexation. Alors, comme vous le savez, effectivement, depuis plusieurs années maintenant, existent des jurisprudences assez houleuses et parfois contradictoires sur les fameuses clauses d'indexation, en tout cas sur les velléités des parties d'encadrer d'une façon ou d'une autre les clauses d'indexation. Donc on parle ici des fameuses clauses tunnels, des clauses planchers, des clauses miroirs, des clauses ne prévoyant une variation qu'à la hausse, ou des clauses qui pourraient prévoir effectivement un système d'encadrement qui ne soit pas complètement miroir, c'est-à-dire de prévoir un cap d'indexation par exemple à plus 3% et un floor à 0. Comme vous le savez, de façon assez nette et tranchée aujourd'hui, la Cour de cassation considère que le jeu de la clause d'indexation doit jouer librement. En tout cas, c'est le dernier état de sa jurisprudence, même si elle n'a pas été amenée à se prononcer sur la totalité des rédactions qui ont pu être pensées par les rédacteurs et du travail créatif des rédacteurs de Beau. L'état d'esprit est assez évident, hein. La Cour de cassation considère que la clause doit pouvoir jouer librement, que ce soit à la hausse ou à la baisse, et donc est venu priver d'effets et réputer non écrites tout un tas de clauses qui venaient effectivement contraindre un peu la liberté de ce jeu, avec une modération où ces dernières années, en tout cas depuis les jurisprudences de 2022, la Cour de cassation a de façon assez marquée maintenant, essayer de sauver
le principe de l'indexation en appliquant le principe de divisibilité des clauses, en tout cas quand c'était possible. Ça, c'est aujourd'hui l'état de la jurisprudence qui interdit effectivement aux parties de pouvoir, d'une quelconque façon, venir contraindre le jeu de l'indexation. Eh bien, dans le cadre du projet de loi de simplification de la vie économique, serait inséré un article, enfin un paragraphe dans toujours ce même article 24, qui créerait un article L145-38-1 au Code de commerce ainsi rédigé. Donc, de la même façon, je vous le lis, il présente là encore quelques maladresses rédactionnelles et surtout un état d'esprit qui n'est pas nécessairement le bon, mais je vous le lis tel quel et puis je vous l'explique après. Donc, par dérogation à l'article L112-1 du Code monétaire et financier, est autorisée dans le bail des locaux à usage commercial la clause ayant pour objet ou pour effet d'encadrer dans les mêmes proportions, à la hausse et à la baisse, la variation annuelle de l'ILC prise en compte pour la révision du loyer en application des articles 145-38 et 39 du Code. Donc la clause d'échelle mobile. Donc sur ce point, la commission mixte paritaire n'a absolument pas touché au texte et nous sommes en l'état de la rédaction telle qu'elle avait été validée par l'Assemblée nationale au mois de juin l'année dernière. Une fois encore, vous notez que le texte n'est pas allé au bout de la logique. Aujourd'hui, seules les clauses d'indexation qui sont fondées sur les variations de l'ILC seraient concernées par le texte et pas les clauses d'indexation qui sont fondées sur une variation de l'ILAT, qui sont pourtant nombreuses. De sorte que si le texte passe, on se demande ce qu'il adviendra de la jurisprudence de la Cour de cassation relative à cette fameuse liberté dans le jeu de l'indexation, lorsqu'elle sera confrontée potentiellement à la réinsertion de clauses tunnels sur des baux fondés sur une indexation à l'ILAT. Là, la question aujourd'hui n'est pas tranchée. Et donc, deux solutions pourront voir le jour. Soit on aura un traitement différencié, c'est-à-dire que sur les baux de locaux commerciaux, donc commerce de détail ou commerce de gros, fondés sur l'ILC, il sera possible, en application de ce nouvel article L145-38-1, d'insérer des clauses d'encadrement du jeu de l'indexation, dans les conditions qu'on va voir juste après. Et s'agissant des baux qui sont fondés sur une indexation sur l'ILAT, on fera application de la jurisprudence actuelle de la Cour de cassation qui interdit toute forme d'encadrement du libre jeu de la clause d'indexation. Solution numéro 1. Solution numéro 2, la Cour de cassation pourrait, à l'occasion d'une décision ultérieure, infléchir un petit peu sa position et aligner sa jurisprudence sur ce type de baux avec le nouveau texte afin d'assurer une espèce d'uniformité des pratiques. Vous le constatez, c'est assez peu sécurisant dans la pratique pour les professionnels, dans la mesure où il conviendra nécessairement d'attendre les premières décisions donc de tribunaux puis de cours d'appel et in fine de la Cour de cassation pour savoir quelle sera effectivement la position finale adoptée par la Cour de cassation concernant les baux soumis à l'ILAT. De ce point de vue-là, il conviendra, si toutefois vous souhaitez, dans ce type de baux, réinsérer des clauses d'encadrement de l'indexation, être extrêmement prudent et de façon systématique, bien diviser la clause d'encadrement du reste de la clause, pour que dans l'hypothèse où la Cour de cassation décide de maintenir sa jurisprudence initiale sur ce type de clause, avoir une possibilité de pouvoir arguer de la divisibilité de la clause, et donc effectivement que le caractère non écrit ne soit appliqué que sur la clause d'encadrement et pas sur la clause d'indexation dans son ensemble. Parce que je me permets de vous rappeler les conséquences, même si vous les connaissez tous, c'est que si la clause d'indexation dans son ensemble est réputée non écrite, eh bien, vous revenez au loyer de base et le bailleur doit, a fortiori, la répétition des loyers issus du jeu de l'indexation sur les 5 dernières années précédant l'éventuel recours qui pourrait être fait par l'une ou l'autre des parties. Donc les conséquences financières sont assez graves, autant sur le remboursement immédiat qui peut être dû par le bailleur, que sur la valorisation et la valeur locative de son bien, puisque pendant 9 ans, il revient en loyer de base, et la seule façon dont le bailleur peut ensuite avoir la possibilité de faire évoluer son loyer consistera à solliciter une révision triennale, qui est somme toute un petit peu plus difficile à mettre en œuvre que l'indexation annuelle.
Ce point étant effectivement indiqué, s'agissant du texte lui-même, donc de l'article 145-38-1, vous l'avez bien vu, il est prévu une possibilité d'encadrement dans les mêmes proportions à la hausse et à la baisse de la variation annuelle. Cela signifie qu'on retrouve un petit peu de souplesse dans la possibilité d'encadrer l'évolution du loyer par l'application de la clause d'échelle mobile, mais uniquement par un mécanisme miroir du type un tunnel à -2 plus 2. Toute autre clause type de simple cap ou de simple fort ou de clause plancher ou d'autres clauses qui apparaîtraient déséquilibrées dans le tunnel ou dans l'encadrement, soyons clairs, ne seraient pas validées à l'aune de ce texte. Il est clair qu'il est aujourd'hui envisagé uniquement un système d'encadrement équilibré et parfaitement miroir, que ce soit à la hausse ou à la baisse. Donc de la même façon sur ces clauses, et si toutefois vous étiez amené à signer un bail sur une typologie d'activité pouvant relever d'une indexation ILC, la rédaction qui pourrait être adoptée devra nécessairement être parfaitement équilibrée dans l'encadrement, que ce soit à la hausse ou à la baisse. S'agissant de l'applicabilité dans le temps de cet article, il n'est rien prévu par le projet de loi, de sorte qu'il convient de faire ici application des critères habituels du droit des obligations, qui prévoit effectivement de façon classique que ce type de texte ne peut s'appliquer qu'aux baux conclus ou renouvelés postérieurement à la promulgation et à la prise d'effet du texte, puisque effectivement c'est la règle en la matière. S'agissant de ce type de clause, donc la loi n'aurait pas en principe vocation à s'appliquer sur les contrats en cours au jour de son entrée en vigueur. Toutefois, si effectivement ce type de clause existait dans un ancien bail et donnerait lieu à un contentieux postérieur, resterait encore une fois la question de savoir si les juridictions tireraient les conséquences de cet assouplissement et ne sanctionneraient plus les baux conclus avant l'entrée en vigueur de la loi, dans lequel des clauses tunnels parfaitement miroirs, une fois encore, auraient été stipulées, et ce, effectivement, pour éviter de venir réputer non écrite une clause qui, in fine, pourrait de toute façon être réintégrée à l'occasion d'un avenant ou d'un renouvellement anticipé. Avant-dernier point de la réforme qui est effectivement d'ampleur et d'envergure, cet avant-dernier point concerne la limitation des garanties qui pourraient être exigées d'un preneur à l'occasion de la conclusion d'un bail. Donc ça, c'est un point effectivement qui existe depuis la première version du texte, qui a un petit peu évolué, vous allez le voir à l'occasion de l'adoption du texte final par la commission mixte paritaire, et qui vise à limiter un petit peu les garanties qui peuvent être exigées. Dans la version telle qu'elle avait été effectivement adoptée par l'Assemblée nationale à l'été dernier, il était prévu que l'article 24 du projet de loi complète donc l'article L145-40. Je vous le rappelle, article L145-40 qui est d'ordre public. Donc, par principe, soyons clairs, si le texte est adopté, ces deux paragraphes s'appliqueraient de droit et sans possibilité de dérogation par les bailleurs et les preneurs. Et ces deux alinéas prévoyaient les sommes payées à titre de garantie par le preneur à bail d'un local mentionné à l'article 145-32-1, qu'elles soient versées ou fournies par des tiers, ne peuvent excéder le montant des loyers dus au titre d'un trimestre. Ces sommes ne portent pas intérêt au profit du preneur à bail. Dans le cas où le bailleur d'un bail en cours dispose de garanties de toute nature dont le montant cumulé excède le montant des loyers dus au titre d'un trimestre, il dispose d'un délai de 6 mois pour restituer au preneur les montants excédentaires. En d'autres termes, et si on essaye de traduire le texte, vous avez un bail dans lequel vous avez prévu un dépôt de garantie de 3 mois et une GAPD de 6 mois. La réforme passe. Vous disposez de garanties de toute nature d'un montant total de 9 mois, donc 3 mois de DG, 6 mois de GAPD. Vous disposez d'un délai de 6 mois pour restituer au preneur ce qui excède 3 mois. Donc soit vous donnez main levée de la GAPD et vous conservez uniquement le dépôt de garantie, soit vous demandez un avenant à votre GAPD pour la réduire à 3 mois et vous restituez le montant du DG en cash. La modalité de restitution
dans le silence du texte, reste à mon sens de l'initiative du bailleur, et c'est à lui de déterminer effectivement ce qu'il entend restituer en termes de garantie. En tout cas, dans le silence du texte, on peut en faire cette interprétation et cette appréciation. Donc, vous le voyez bien, du fait de la disparition de la réforme envisagée sur la taxe foncière, cet ajout-là constitue très clairement la réforme la plus contestable côté bailleurs, qui voit ainsi complètement réduite la possibilité qu'ils ont de solliciter la constitution de garanties substantielles et donc de préserver leurs intérêts dans l'hypothèse d'une défaillance du locataire, notamment sur les locataires les plus fragiles qui effectivement peuvent rechercher des locaux. Le fait de ne plus pouvoir exiger plus que 3 mois de dépôt de garantie ou de garantie de toute nature pourrait inciter certains bailleurs à ne plus leur proposer la location de certains locaux, alors même qu'avec des garanties un peu plus substantielles, un risque aurait pu être pris. Donc il y a certainement un effet relativement contre-productif à la réforme, mais ceci ne semble pas avoir été vu par les parlementaires. Alors, tout de suite, je vous montre le texte tel qu'il a été modifié par la commission mixte paritaire, puisque la commission mixte paritaire a un petit peu modifié le texte qui avait été adopté par l'Assemblée nationale. En fait, la commission a scindé en deux ce que je vous ai présenté. Donc, elle a conservé uniquement le premier paragraphe au troisièmement du grand 1 de l'article 24, en y ajoutant un petit item. La rédaction du projet de loi tel qu'il est aujourd'hui définitivement validé et qui sera présenté aux deux chambres est le suivant: les sommes payées à titre de garantie par le preneur à bail d'un local mentionné à l'article 145-32-1 ne peuvent excéder le montant des loyers dus au titre d'un trimestre. Ça n'a pas bougé. Il a été ajouté: il en va de même s'agissant de la valeur des biens, titres, engagements et garanties de toute nature demandés afin d'assurer la bonne exécution du contrat de bail. Ces sommes ne portent pas intérêt au profit du preneur. Donc effectivement, a été ajouté le petit texte qui est souligné à votre écran. Et en fait, il a été complété pour prévoir que ça s'applique à tout type de garantie. C'est-à-dire pas uniquement au dépôt de garantie, garantie à première demande, caution bancaire ou garantie maison mère, mais également à toute forme de garantie qui pourrait être pensée par les bailleurs, que ce soit des délégations de paiement de loyer, que ce soit effectivement du nantissement sur du bien, ou des objets d'exploitation du preneur. Et donc effectivement, tout type de garantie confondue, il conviendra de rester à un trimestre de loyer, c'est-à-dire 3 mois. Le second alinéa que je vous avais visé, qui prévoyait que le bailleur disposait d'un délai de 6 mois pour restituer au preneur les montants excédentaires, a été purement et simplement supprimé du troisièmement du grand 1 de l'article 24. Et en revanche, a été inséré un autre alinéa un petit peu plus loin, qui indique aujourd'hui: lorsque le bailleur a reçu des garanties de toute nature mentionnées au premier alinéa, il dispose d'un délai de 6 mois pour les restituer au preneur. À cet effet, il effectue les mains levées et restitue au preneur tous les documents afférents à ces garanties. Dans l'état d'esprit, vous me direz, ça revient au même, puisqu'on a toujours ce fameux délai de 6 mois pour restituer les garanties au preneur. Cela étant, ça a un impact, puisque le positionnement de cette obligation de restitution par le bailleur des garanties excédentaires dans le délai de 6 mois, le positionnement de ce texte a bougé, et il en résulte une modification dans l'applicabilité dans le temps de la réforme que je vais vous exposer juste après, qui d'ailleurs crée une petite incertitude. En tout cas, avant d'évoquer l'applicabilité dans le temps, les enjeux pour le bailleur. Les enjeux pour le bailleur, ils sont importants, vous l'aurez compris, puisque le total des garanties de toute nature dont il pourra disposer et qu'il détiendra au titre de l'exécution d'un bail. Donc vraiment, là, on a élargi le champ, comme je vous disais, dépôt de garantie, caution, GAPD, garantie maison mère, mais également des titres, des engagements et garanties de toute nature, ne pourra plus excéder un trimestre de loyer, 3 mois de garantie. S'il détient plus, il dispose de ce fameux délai de 6 mois pour restituer les montants et garanties excédentaires. N'oublions pas qu'inséré au sein de l'article 145-40 du Code du commerce, ces dispositions seront déclarées d'ordre public, de sorte qu'il ne sera pas possible aux parties de déroger à cette règle du plafonnement des montants ou garanties détenus par le bailleur. Aujourd'hui, il était exclusivement prévu, vous vous en souvenez certainement,
que dans l'hypothèse où le bailleur détenait un dépôt de garantie qui excède un terme de loyer, les sommes excédentaires produisaient intérêt au bénéfice du preneur. Le reste des garanties détenues par le bailleur n'étant absolument pas réglementées. Donc le preneur ne disposait d'aucune faculté d'exiger de son bailleur la restitution des garanties complémentaires. Simplement, il avait la possibilité périodiquement de solliciter le versement des intérêts sur les sommes excédentaires détenues par le bailleur. Et c'était sa seule option. Aujourd'hui, le texte est clair, c'est le bailleur ne peut pas disposer de plus. Et ces sommes excédentaires doivent être restituées par ses soins. De sorte que si toutefois il vous venait à l'idée de dire c'est pas grave, le texte existe, mais j'exige de mon preneur 3 mois de dépôt de garantie, 6 mois de GAPD, rien ne vous interdirait de le faire. Cela étant, un preneur pourrait vous assigner en demandant la restitution des garanties excédentaires. Et le texte, dans sa rédaction est tel qu'il est prévu aujourd'hui, permettrait à un juge de vous condamner, le cas échéant, et si c'était demandé par le preneur sous astreinte, à restituer les garanties excédentaires. Donc le débat n'est plus uniquement un débat en termes financiers, c'est-à-dire je dois verser à mon preneur des intérêts sur les sommes excédentaires dont je dispose. Le débat est un débat effectivement de montant des garanties que le bailleur pourra conserver pendant la durée de son bail. Et donc s'ajoute un aléa complémentaire qui est que si le bailleur, à la conclusion d'un bail, demande plus de 3 mois de loyer, il prend le risque, à un moment donné au cours de la vie du bail, que le preneur lui demande la restitution des garanties excédentaires. Et il ne pourra pas s'opposer à cette restitution, et il ne pourra pas simplement provisionner un risque de versement d'intérêt, il aura l'obligation d'avoir à restituer les garanties. Donc, in fine, le risque ultime est que le bailleur ne pourra plus détenir que 3 mois de garantie, toute forme de garantie confondue, pour assurer l'exécution de ses obligations par un preneur. Vous l'avez remarqué, il est noté dans la rédaction initiale, comme celle issue des travaux de la commission mixte, que ce texte n'a vocation à s'appliquer qu'aux baux des locaux mentionnés à l'article 145-32-1. On est toujours sur cette rédaction un petit peu floue, avec un risque portant sur le champ d'application, puisque cet article L145-32-1, c'est celui que je vous ai parlé sur le paiement mensuel des loyers. Et donc, ce sont ces fameux locaux destinés à l'exercice d'une activité de commerce de détail ou de gros, ou de prestation de services à caractère commercial ou artisanal. Donc, encore une fois, ouf pour certains, les baux portant sur les bureaux sont complètement exclus de la réforme. Et donc, s'agissant des bureaux, on pourra continuer à solliciter la constitution de garanties supérieures à un trimestre de loyer. En revanche, sur les locaux destinés à l'exercice d'une activité de commerce de détail ou de gros, ou sur les locaux qui accueillent une activité de prestation de services à caractère commercial ou artisanal, ce texte s'appliquera. Et on a encore ce grand flou artistique sur tous ces locaux à usage mixte ou les locaux de pure prestation logistique, où pour l'instant, on ne sait pas si la réforme s'appliquera à eux ou pas, et si effectivement, au regard de l'activité envisagée ou l'activité exercée, ils seront considérés comme des locaux accueillant une prestation de service à caractère commercial ou artisanal, ou même comme des locaux permettant une activité de commerce de gros. Donc on va avoir effectivement un certain flou sur cette question, avec à mon sens, la nécessité d'attendre les premières décisions sur ce point. Donc sur l'applicabilité dans le temps de la réforme, donc, comme je vous l'indiquais, la scission des deux textes dans des paragraphes différents a créé une petite confusion sur l'applicabilité, puisque l'article 24 du projet de loi, donc dans sa version modifiée par la commission mixte, prévoit expressément que le nouvel alinéa, l'article 145-40 du Code de commerce, qui prévoit le remboursement par le bailleur des garanties excédant un trimestre de loyer, sera applicable aux baux conclus ou renouvelés à compter de la promulgation de la loi. Donc là, on se dit, ouf, finalement, sur les baux en cours, on peut rester statu quo et conserver les garanties. Jusque-là, pas de problème, puisque ça n'aurait vocation à s'appliquer qu'aux nouveaux baux conclus ou aux baux renouvelés, donc
à l'occasion de l'avenant de renouvellement, on traiterait le sort des garanties excédentaires. Pas de problème. On aura à ce moment-là 6 mois pour restituer les garanties excédentaires suivant le renouvellement, pas de souci. Le problème, c'est que dans le cadre de la bascule de ce délai de 6 mois par la CMP au dernier alinéa du 3e du grand 1 l'article 24, ce dernier alinéa, aujourd'hui, dans la rédaction en tout cas qui est celle qui a été validée par la CMP, il est prévu que ce dernier alinéa s'appliquera au baux en cours d'exécution à la date de promulgation de la loi, lorsque la remise des clés du local pris à bail intervient à l'expiration d'un délai de 3 mois après la même date. Donc aujourd'hui, il existe une incertitude sur la date d'entrée en vigueur du texte. Est-ce que ça s'applique uniquement en baux conclus ou renouvelés à compter de la promulgation de la loi, qui est l'applicabilité du 2e alinéa du 3e, ou au baux en cours d'exécution à la date de promulgation de la loi, et c'est l'applicabilité du dernier alinéa du 3e. Et en fait, pour que vous compreniez cette histoire de lorsque la remise des clés du local pris à bail intervient à l'expiration d'un délai de 3 mois, c'est issu en réalité d'une petite modification qui concernait le sort du dépôt de garantie à l'issue du bail, puisque aujourd'hui, et c'est le dernier point de la réforme tel qu'il est aujourd'hui validé par la CMP, il y a les 2 derniers alinéas créés par l'article 24 au sein de l'article L145-40 prévoient le premier, en cas de mutation à titre gratuit ou à titre onéreux des locaux pris à bail, l'obligation de restitution au preneur des sommes payées à titre de garantie est transmise au nouveau bailleur. Bon, ça, pas de problème, ça ne fait finalement entériner qu'une pratique existante qui veut qu'en cas de vente de l'immeuble, c'est entre le vendeur et l'acquéreur que se résout le problème du remboursement du dépôt de garantie. Le vendeur ne va pas restituer son dépôt de garantie au preneur qui le reverserait à l'acquéreur. Les choses se font entre vendeur et acquéreur en dehors de toute intervention du preneur. Donc, c'est aujourd'hui consacré par un texte, mais ça a assez peu de conséquences. En revanche, c'est ce fameux 2e alinéa qui a été créé. Les sommes payées à titre de garantie par le preneur à bail lui sont restituées dans un délai raisonnable, ne pouvant excéder 3 mois à compter de la remise des clés en main propre ou par lettre recommandée au bailleur ou à son mandataire, déduction faite le cas échéant des sommes restant dues au bailleur et des sommes dont celui-ci pourrait être tenu au lieu et place du preneur, sous réserve qu'elles soient dûment justifiées. Et c'est ensuite de cet alinéa qu'a été inséré le fameux petit texte qui dit que lorsque le bailleur a reçu des garanties de toute nature mentionnées au premier alinéa, il dispose du fameux délai de 6 mois pour les restituer. C'est ce bout de phrase-là qui a été inséré après cet alinéa-là. Et c'est là qu'on comprend la maladresse rédactionnelle. En réalité, l'applicabilité immédiate de l'obligation de restitution du dépôt de garantie sous 3 mois à compter de la remise des clés, c'est là qu'apparaît la notion de remise de clés, qui est applicable pour cette portion de l'alinéa, qui n'est pas nécessairement sur l'obligation de restitution par le bailleur des garanties, qui, elle, a vocation à s'appliquer autant sur les baux échus que sur les baux en cours à la date de publication du texte. Voilà, et donc c'est là où effectivement ce texte est un petit peu maladroit dans sa rédaction. Point d'attention, en cas de vente de l'immeuble, donc on revient sur le premier alinéa, la commission mixte paritaire a rajouté une phrase à ce premier alinéa qui prévoit que le cas échéant, donc lorsqu'une vente d'immeuble, une mutation intervient, à l'occasion de cette mutation, on a de droit une caducité des garanties de toute nature qui excède le fameux trimestre de loyer. Et donc effectivement, à l'occasion de la vente d'un immeuble, vous avez l'obligation pour le cédant de restituer au preneur les documents afférents et de procéder aux mainlevées nécessaires dans le délai de 6 mois. Donc effectivement, si toutefois l'obligation de restitution dans le délai de 6 mois des garanties excédentaires ne s'appliquait pas au baux en cours, en tout état de cause, à l'occasion de la vente d'un immeuble, il faudrait se remettre au carré, entre guillemets. Il est hors de question, d'après la lecture qu'on en a du texte, que le cessionnaire qui achète l'immeuble conserve les garanties excédentaires. À l'occasion de la mutation, il y aura lieu pour le cédant de restituer les garanties excédant un trimestre et finalement de ne transférer au cessionnaire que 3 mois de garantie, de la nature qu'il souhaite, si on en a de plusieurs natures, mais en tout cas, il ne pourra plus excéder 3 mois de garantie. Donc ça, point d'attention particulier à avoir de votre part
Une fois que le texte sera adopté, et en tout cas s'il est adopté dans cette rédaction-là, point d'attention particulier à avoir de votre part à l'occasion de l'achat d'un actif. Si vous avez des baux prévoyant des garanties excédant 3 mois de loyer, il faudra nécessairement inclure dans vos due deals d'acquisition le fait que, à l'occasion de votre acquisition, les garanties seront réduites à 3 mois. Et si des garanties de plusieurs natures existent, il conviendra d'arbitrer entre cédant et cessionnaire la garantie que vous souhaiterez conserver à l'occasion de votre acquisition, et ce, afin de ne pas laisser finalement la main au vendeur qui, lui, va se déposséder de l'actif et donc de se déposséder de la relation locative, de ne pas laisser la main au cédant, parce qu'aujourd'hui, le texte prévoit bien que c'est le cédant qui doit faire ces restitutions-là, et d'encadrer avec le cédant la garantie que vous souhaitez conserver. Si vous préférez une JAPD ou un dépôt de garantie, il conviendra d'être particulièrement attentif à l'occasion des premières deals que vous ferez sur ce point-là particulier. Donc les enjeux pour le bailleur, sur le premier alinéa, comme je vous le disais, ça simplifiera sans nul doute la vie des bailleurs, et en tout cas ça ne fait qu'entériner un mécanisme qui est déjà bien établi sur la place, qui prévoit effectivement que le remboursement des garanties se fait entre cédant et cessionnaire à l'exclusion de l'intervention du preneur. Ça prévoit également le remboursement immédiat des garanties excédant 3 mois de loyer dès la vente de l'immeuble. Le second alinéa, en revanche, qui prévoit l'obligation pour le bailleur de procéder au remboursement du dépôt de garantie dans un délai de 3 mois à compter de la remise des clés, lui, en revanche, un petit peu plus embêtant pour les bailleurs, ne serait-ce que parce que dans ce fameux délai de 3 mois à compter de la remise des clés, l'ensemble des opérations, que ce soit de chiffrage des travaux de remise en état, voire surtout de reddition des comptes de l'exercice en cours, ne seront pas nécessairement définitivement effectués, a fortiori lorsque l'immeuble est soumis à un statut un peu particulier, type copropriété à FUL ou ASL. Et donc effectivement, les bailleurs pourraient être amenés à se défaire des garanties qu'ils possèdent, alors même que l'ensemble des comptes entre les parties ne seront pas effectués. Et là-dessus, effectivement, le bailleur va se trouver dépourvu de toute garantie au moment de la reddition, de sorte que s'il y a un petit reliquat ou un petit sol à réclamer auprès du preneur, il y aura une question d'opportunité à avoir côté bailleur. Si la somme est somme toute assez faible, il y aura une véritable question d'opportunité d'aller poursuivre le recouvrement forcé des sommes. Et en tout cas, vous constatez que ça va une fois encore affaiblir la position des bailleurs sur la possibilité de pouvoir conserver une garantie le temps d'effectuer les dernières rééditions et les derniers arrêtés de compte. Et ça risque de créer effectivement des dettes qui ne seront in fine potentiellement pas soldées par les locataires, qui s'ils reçoivent 6 mois, 9 mois ou un an plus tard un décompte de reddition sur les dernières charges à hauteur de quelques milliers d'euros, pourront peut-être simplement laisser couler, laisser filer, en se disant que le bailleur ne les assignera certainement pas pour quelques milliers d'euros. Il y a une vraie question d'opportunité qui se posera et qui risque effectivement d'un petit peu affaiblir la position des bailleurs. S'agissant de l'applicabilité dans le temps, donc comme je vous l'ai évoqué, le premier alinéa, celle qui prévoit la transmission de l'obligation de remboursement au nouvel acquérant des locaux en cas de vente, s'applique aux mutations intervenant 3 mois après la promulgation de la loi. Donc, texte d'applicabilité quasi immédiate. On a le délai de 3 mois, mais qui finalement est là pour venir couvrir l'hypothèse de promesse de vente signée et en cours de régularisation au moment de l'entrée en vigueur de la loi. Donc ça, pas véritablement de débat, on peut partir du principe que ça s'applique quasi immédiatement. Le second alinéa, donc celui qui prévoit le remboursement des garanties dans le délai maximum de 3 mois suivant la restitution des clés, et celui qui s'applique au baux en cours d'exécution à la date de promulgation, lorsque la remise des clés du local pris à bail intervient à l'expiration du fameux délai de 3 mois suivant la date. Donc c'est cette fameuse applicabilité dans le temps qui se comprend très bien sur l'obligation de restitution du dépôt de garantie, qui se comprend un petit peu moins bien sur l'obligation de remboursement des garanties excédentaires. Et donc, effectivement, il aura vocation, si le texte est adopté dans sa rédaction actuelle, à s'appliquer au baux en cours, pour autant toutefois que l'organisation de la restitution des clés ne soit pas encore en cours d'intervention. Ça, encore une fois, c'est pour permettre finalement de ne pas venir détricoter des choses qui seraient en cours au moment où la loi entre en vigueur, un congé d'ores et déjà donné pour une date prochaine et qui viendrait
modifier une façon de s'organiser pour le bailleur, ou la possibilité pour lui de faire des arrêtés de compte intermédiaires pour pouvoir clôturer les choses et laisser le temps finalement au property manager ou au bailleur de faire leurs arrêtés de compte. Donc, si effectivement cette rédaction est compréhensible en ce qui concerne la restitution du dépôt de garantie, comme je vous indiquais, elle l'est un peu moins sur la deuxième partie de l'alinéa qui prévoit l'obligation de restitution des garanties excédentaires, puisque cette obligation-là, elle est sans lien avec une notion de restitution de clé par le preneur. Je pense qu'à l'occasion de l'édiction définitive du texte, il faut espérer que ce point soit corrigé, soit remonté, soit corrigé pour éviter effectivement une incertitude sur l'applicabilité de la partie la plus importante de la réforme qui concerne le remboursement des garanties. Dernier point, mais je passe très rapidement dessus puisqu'il a été complètement supprimé à l'occasion de l'adoption du texte par la commission mixte paritaire. Il était prévu dans le projet de loi tel qu'il avait été modifié en première lecture par l'Assemblée nationale l'insertion d'un neuvièmement à l'article 752-1 du Code de commerce, donc l'article qui concerne les autorisations d'exploitation commerciale, et qui prévoyait que la création ou l'extension de surfaces d'entrepôts logistiques d'une surface supérieure à 800 mètres carrés et qui ne sont pas intégrés à des magasins de commerce de détail, soit directement, soit indirectement, seraient soumis à autorisation d'exploitation commerciale. Cela voulait dire tout simplement que tout projet de création ou d'extension d'une surface logistique, dès lors que c'était plus de 800 mètres carrés, aurait dû faire l'objet d'une autorisation d'exploitation commerciale. Alors, quand on parle de surface logistique, vous vous doutez bien qu'on atteint très rapidement les 800 mètres carrés, très largement d'ailleurs. Et donc, ce texte était extrêmement contesté par tous les professionnels de l'immobilier logistique, que ce soit les institutionnels propriétaires et foncières, mais également les exploitants, a fait l'objet de remontées fort nombreuses, y compris via Philog. Et finalement, la totalité de l'article 25 bis A du projet de loi a été purement et simplement supprimée l'occasion de l'examen du projet par la CMP. Ce point-là particulièrement en ce qui concerne les surfaces logistiques, mais également l'ensemble des autres dispositions de l'article qui visaient à modifier les seuils de soumission à autorisation d'exploitation commerciale, que ce soit à l'occasion de la création d'une surface de vente, donc qui voulait abaisser les seuils, à l'occasion de l'extension de surface de vente, mais également la volonté qui était celle qui était portée par LFI, de soumettre systématiquement à AEC la création de tout magasin de commerce de détail ou tout point de vente d'une chaîne de restauration rapide ou d'un point de vente d'un groupe présent dans plus de 20 communes. Et ça, même si effectivement le point de vente créé était en deçà des seuils, que ce soit 1000 ou 400 mètres carrés dans le projet de réforme. Donc aujourd'hui, en tout cas dans la version qui est celle qui a été adoptée par la CMP, il n'est plus envisagé de modifier le régime de l'autorisation d'exploitation commerciale et nous restons en l'état du texte initial du L752-1 sans plus de modification. Voilà en ce qui concerne le projet de loi tel qu'il a été adopté aujourd'hui par la commission mixte paritaire, donc qui doit encore faire l'objet aujourd'hui d'un vote par les deux chambres, dans la mesure où il existait encore des points de dissension. Le texte va être présenté pour être voté à l'Assemblée nationale puis au Sénat, et c'est seulement si le texte est adopté sans modification par les deux chambres qu'il sera définitivement adopté. S'il fait l'objet de nouveaux amendements, on repartira dans le circuit législatif habituel et effectivement, il devra faire de nouveau l'objet d'un aller-retour entre les chambres. Donc, encore quelques épisodes à prévoir, mais effectivement, le gros de la réforme a donné lieu à consensus de la part de la commission mixte à l'occasion de la lecture du 20 janvier. Voilà pour la présentation de ce projet de loi. Comme d'habitude, je vous laisse un petit temps de questions, une petite trentaine de minutes pour les personnes qui ont la possibilité de rester connectées sur ce petit déjeuner. Je vous propose peut-être de lever la main pour les personnes qui ont des questions pour pouvoir vous donner la parole les uns après les autres pour éviter
les difficultés de communication et de débat. Bonjour Elisabeth, et je vous en prie, vous êtes la première à avoir levé la main, je vous écoute. Bonjour Marie. Euh, Bonjour. J'imagine que concernant les baux de droit civil, je suis pas, enfin, je considère que je suis pas concernée, on est d'accord? Non concerné, non concerné. Beau Ok, professionnel, beau civil, en l'état, pas de modification envisagée. Oui, super, tout à merci fait. Marie. Je vous en prie, Merci. Elisabeth. Bonjour Vincent, je t'en prie. Ah, tu es encore en mute. Effectivement. Merci pour la présentation, Marie. Mais juste une petite question sur justement sur le projet sur les cautions et les dépôts de garantie. Il existe pour des démarrages de baux des possibilités de de faire deux lignes de dépôt de garantie, puisqu'il y a un DG de sécurité pour quand c'est des sociétés qui se créent d'abord, enfin comment dire, qui c'est des gens qui démarrent et que les bailleurs veulent faire un DG de 3 mois pour la durée du bail et un DG de 6 mois qui va courir à 12 à 18 mois, le temps que le preneur dépose un premier bilan positif. Donc je sais pas si du coup c'est quelque chose qui pourrait encore être fait ou c'est pas précisé, donc pour moi ça veut pas dire non. Alors, Et ça comme veut tu le pas dire non, disais, ça c'est pas veut, dit, ça veut pas donc dire oui non plus. oui Moi, voilà. je vais te donner mon analyse de juriste et d'avocate. Aujourd'hui, le texte est clair, ce sont les garanties de toute nature qui ne pourront excéder un trimestre de loyer. Donc, au titre de garantie de toute nature, le fait de dissocier comptablement en deux lignes, la garantie dont tu vas disposer sous prétexte, entre guillemets, que la société est en cours enfin, vient d'être créée et donc on lui demande une garantie complémentaire. Le texte d'aujourd'hui ne fait pas de distinguo. Donc, à mon sens, tu ne pourrais plus aujourd'hui exiger une garantie spécifique et complémentaire sous prétexte que la société n'est pas en capacité de te donner un bilan. Donc, il y a pas lieu à distinction de ce point de vue-là. Cela étant, aujourd'hui, comme je vous l'expliquais, la sanction de disposer d'une garantie excédentaire va uniquement trouver pour conséquence la possibilité pour un preneur qui aura donné des garanties excédant un trimestre de loyer, lui donnera simplement la possibilité de saisir un juge pour pour demander au bailleur le remboursement de la garantie excédentaire, éventuellement sous astreinte. Le temps qu'une telle procédure s'exerce et donne lieu à décision, finalement, et si tu es condamné à rembourser, tu auras disposé de facto de ta garantie et tu pourras la restituer de façon systématique. La seule question qui se pose, c'est est-ce que un preneur pourra solliciter des dommages d'intérêt spécifiques sur le fait d'avoir constitué des garanties excédant un trimestre et quelle serait la nature et l'évaluation de ce préjudice pour lui d'avoir immobilisé de la trésorerie supplémentaire. Et là, pour l'instant, bah, il y a un débat qui n'est pas tranché, il y a un aléa qui existe au niveau des bailleurs. Et lui, il se résoudra d'un point de vue strictement financier. C'est-à-dire, est-ce que le bailleur préférera disposer de garanties excédentaires et prendre le risque de devoir les restituer avec éventuellement une condamnation, mais disposer, en tout cas sur la première année ou la première année et demie du bail, d'un truc un peu solide en cas de défaillance du preneur, solution numéro un, ou est-ce qu'effectivement il se mettra dans les clous de la réforme? Ça, c'est quelque chose pour l'instant, effectivement, qui est difficilement évaluable. Ok, bon, ça marche. Bien, merci Patrick, Marie. je crois que ouais, vous êtes le suivant à avoir levé la main. Je crois qu'il est, Patrick Caputo, oui. je crois que Non, l'image est figée, Marie. il est figé. Ok, eh ben, Elisabeth, c'est de nouveau à vous. Du coup, je me pose la question dans la mesure où on ne peut pas demander de garantie excédant 3 mois de loyer. Donc, Mhm. par rapport aux franchises de loyer, j'imagine qu'on pourra jouer là-dessus, c'est-à-dire qu'au Ah, lieu d'accorder une franchise de loyer, parce que s'il est d'usage que les preneurs demandent une franchise de loyer, donc il va falloir leur expliquer que dans la mesure où on ne peut pas demander plus de X nombre de mois de loyer en garantie, et que donc on leur accorde moins de franchise de loyer. Parce après, le que si débat, vous voilà, voulez, il est exclusivement financier sur vos calculs. Il sera aussi certainement beaucoup plus facile à un bailleur d'exposer le fait que les franchises de loyer ne seraient peut-être pas. Elles pourraient continuer à être consenties de façon importante, enfin, en tout cas dans les proportions que connaît le marché aujourd'hui, mais peut-être pas décaisser one shot dès la prise d'effet du bail, mais de façon plus lissée, le temps effectivement de s'assurer que le locataire effectivement
exécute bien ses obligations, plutôt que de consentir 6 ou 9 mois de franchise dès la prise d'effet du bail, on prévoit un décaissement 2 mois par 2 mois ou 3 mois par 3 mois sur la durée ferme d'engagement. Mais il est évident effectivement que on vient réduire à peau de chagrin les garanties que peut posséder un bailleur. Alors sur certaines sociétés qui disposent de reins solides, ça peut se justifier. On peut comprendre que détenir uniquement 3 mois de garantie sur des sociétés du CAC 40, ça s'explique. Sur des petites PME ou sur des sociétés effectivement avec des situations comptables un petit peu plus à risque, il est certain que le bailleur sera moins enclin à leur consentir un bail, ce qui va finalement pas forcément faire les affaires de ces locataires-là, qui ont déjà du mal parfois à présenter un dossier correct. Et deux, rendra également le bailleur moins enclin à consentir des mesures d'accompagnement massives, puisqu'il prendra in fine un risque d'insolvabilité dès le démarrage des loyers. Donc effectivement, on comprend l'esprit de la réforme, qui est effectivement de soulager un petit peu ces sociétés-là, puisqu'en fait on est dans le projet de loi de simplification de la vie économique, et il a vraiment vocation à venir simplifier les démarches administratives, mais également le poids des contraintes économiques que subissent ces petites sociétés-là, les TPE, PME françaises. Mais finalement, les faits, moi en tout cas sur une première lecture, une première approche, et même quand j'en parle avec des clients institutionnels, plutôt te dire, bah oui, non, mais des sociétés qui ont des scorings un peu faibles, on donnera pas suite au dossier. Ah bah c'est sûr, parce qu'en fait, on a un double effet, c'est-à-dire que tout à la fois, parce que je sais que moi, quand ça m'arrive, quand on a des locataires qui sont fragiles, par exemple, qui viennent de se constituer, où la société, on n'a pas encore de recul, on a tendance en garantie à demander un dépôt de garantie beaucoup plus conséquent. Donc là, on ne pourra pas le faire, donc du coup, on va diminuer leur dépôt de garantie. Et après, avec l'effet de la taxe foncière qu'on ne peut plus facturer, etc., on va aussi être enclin à vouloir augmenter aussi le loyer. Enfin, je trouve que c'est un peu bizarre, mais bon. C'est ça, exactement. Mais bon, ce sera à voir. Patrick, je vois que vous êtes de nouveau connecté. Désolé. Vous aviez été figé un court instant. J'ai une question. Qu'en est-il des autres garanties, par exemple une caution par une autre personne, est-ce qu'elle peut être envisagée? Et est-ce qu'elle serait plafonnée également à un trimestre? Alors oui, c'est vraiment l'objet du petit ajout qui a été fait par la CMP à l'occasion de la lecture du texte le 20 janvier. C'est vraiment d'inclure les garanties de toute nature, y compris, je suis passé un peu vite, mais vous aurez la projection vous aurez le document, on va vous l'adresser, y compris les garanties détenues sur des tiers. Hein. Il y a vraiment eu une petite, voilà, et même s'agissant de la valeur de biens de titres, engagement et garantie détenus sur des tiers. Donc effectivement, à mon sens, aujourd'hui, les possibilités pour les bailleurs d'envisager d'autres types de garanties qui ne seraient pas concernés par ce texte, enfin, j'en ai discuté, y compris avec des confrères, on n'en voit plus beaucoup. Même la garantie de prise de possession qu'on a l'habitude d'exiger au moment de la signature, vous savez, de BFA par exemple, où on a deux types de garanties différentes. On a le dépôt de garantie pour l'exécution du bail, et on a la garantie de prise de possession pour garantir la bonne prise de possession du bien par le preneur, qui n'est finalement pas la garantie due au titre de l'exécution du bail. On se pose même la question de savoir si elle serait concernée par le texte tel qu'il est envisagé dans sa rédaction actuelle. Donc les possibilités de création vont être assez limitées de notre côté. D'accord, merci. Cécile avait levé la main, mais j'ai l'impression qu'elle s'est déconnectée. Donc Brigitte, je te donne la parole. Non, je suis là. Ah, Cécile, super. Alors, attends, parce que je te voyais plus. Oui, excuse-moi. Non, il n'y a pas de souci. J'ai des problèmes de réseau, je suis en voiture. Désolée, Brigitte. Faut que t'attendes. Cécile, Désolée. je t'écoute. Non, il n'y a pas de souci. Je suis désolée comme ça coupe. J'espère que la question n'a pas été posée. J'ai bien compris que si le locataire en faisait la demande, on devait rembourser les garanties supplémentaires. Oui. Est-ce que ça veut dire qu'on a quand même le droit de continuer à les exiger, ces garanties complémentaires? Et vous pouvez continuer à les exiger. Simplement, effectivement, si le locataire se rend compte de l'existence de ce texte et vous en demande le remboursement, vous serez contraint de le faire. Donc, soit spontanément au moment où c'est fait, soit à l'issue effectivement d'une procédure qu'il ferait si tu décidais finalement de ne pas donner suite à sa demande. Et à ce moment-là, il pourrait y avoir une demande de condamnation sous astreinte à remboursement, voire même de demande d'indemnisation d'un préjudice subi à raison de la constitution de ces garanties excédentaires. Là, élément sur lequel, en termes de valorisation, on a assez peu, on n'a même pas du tout de recul.
Mais effectivement, rien ne t'interdit aujourd'hui dans un bail de dire moi je continue à demander 3 mois de DG et 6 mois de GAPT. Simplement, effectivement, à J+1 de la date d'effet, le preneur pourrait tout à fait te dire vous êtes gentil, mais aujourd'hui le L145-32-40 s'applique, donc merci de me restituer ma GAPD. Ok, merci Marie. Je t'en prie. Brigitte, je t'écoute. Oui, bonjour Marie. Bonjour. Est-ce que j'ai cru comprendre dans ce que tu nous disais sur les conditions de paiement notamment que concernant les locaux qui sont concernés par ces stipulations, il pouvait y avoir un doute sur des baux pour une activité de pure prestation logistique? Bah, oui, oui, tout à fait, parce que aujourd'hui le texte, effectivement, le L145 32-1 te dit que ce sont, donc ça s'applique aux locaux destinés à l'exercice d'une activité de commerce de détail ou de gros, ainsi qu'aux prestations de services à caractère commercial ou artisanal. Une plateforme logistique, si effectivement que tu prestes pour un e-commerçant, est-ce que on va considérer que finalement la vente en ligne se fait pour permettre l'expédition depuis la plateforme vers le client final et donc constitue finalement une activité de prestation à caractère commercial. Aujourd'hui, il y a un vrai doute là-dessus. En revanche, une vraie plateforme de stockage où effectivement tu vas stocker des biens qui ont uniquement pour vocation à être livrés sur des magasins de vente au détail. Il n'y a pas cette notion de vente en ligne et d'expédition directe au consommateur final. On pourrait considérer effectivement que sur ces plateformes-là, sur lesquelles il n'y a pas du tout de notion de vente en ligne, on pourrait avoir une exclusion de l'applicabilité dans la mesure où on est vraiment sur une activité de stockage pur. Mais comme dans les plateformes, on a souvent le principe que c'est intégré à une chaîne de production et de vente in fine, moi, tant qu'une jurisprudence n'a pas clarifié le point, on aura toujours la question à se poser, au même titre qu'on se l'est posé il y a quelques années sur l'applicabilité ou non du L145-46-1 à ce type de bâtiment. Ok. Donc, et c'est là où, activité... effectivement, l'ancienne définition qui a été complètement supprimée par l'Assemblée nationale de ce qu'il fallait entendre par des locaux au sein desquels s'effectue une prestation de service à caractère commercial ou artisanal, je trouve dommage que ce texte ait été purement et simplement supprimé parce qu'il apportait quand même un peu de clarification sur le propos. Mais ça, je pourrais vous adresser la version initiale du texte avant sa suppression, si ça t'intéresse. Donc, si en plus je suis indexée à l'ILAT, et oui, a fortiori, tu vois, ça vient remettre une couche sur le fait que la réforme ne s'applique pas à ce type de locaux, puisque là, vraiment, ce qui est visé, clairement, hein, c'est les petits commerçants de détail. On a voulu mettre le commerce de gros et le e-commerce dedans parce que c'est le grand démon à l'encontre duquel tout le monde court. Mais c'est vrai que ta typologie d'activité à toi, clairement, on est dans une zone grise. Ok, merci Marie. Je t'en prie. Sophie, je crois que c'est vous qui aviez levé la main en premier. Bonjour à tous. Bonjour. Moi, j'ai une question sur le calendrier d'inscription du texte désormais à l'Assemblée et au Sénat. Est-ce qu'on a une idée un petit peu? On n'avait pas de date suite au renvoi de la commission, mais ça, je l'ai regardé la semaine dernière quand j'ai préparé le petit-déj. Je vais vérifier effectivement si entre-temps ça a été inscrit. Non, ça l'est pas. C'est toujours pas inscrit c'est pas inscrit à l'agenda de l'Assemblée nationale. Donc en termes de calendrier, ce sera en fonction des autres textes inscrits et surtout en fonction des échéances électorales qui vont nous occuper. Ce qui est sûr, c'est qu'à mon avis, ils vont quand même essayer de le faire passer sur l'année 2026, puisque 27 sera nécessairement une année un peu blanche en termes d'adoption de texte. Donc je pense qu'il faut quand même l'envisager sur le premier semestre 26. Très bien, merci. Je vous en prie. Je crois que c'est à vous, Citan. Bonjour Marie, merci beaucoup pour votre présentation. J'ai une question concernant la limite des garanties à 3 mois de loyer. Est-ce que cette limite s'applique également aux garanties de prise de possession dans le cas de BFA? Eh bien, c'est ce que j'expliquais à Patrick Caputo quand effectivement il m'a posé la question sur les garanties détenues sur des tiers. La garantie de prise de possession, moi, elle ne
couvre pas l'exécution du bail, elle est à mon sens d'une autre nature. Elle est vraiment là pour garantir l'arrivée par le locataire dans les lieux. Donc, à mon sens, cette garantie-là, elle ne présente pas la nature d'une garantie au sens du L145-40 du Code de commerce. Donc, à mon sens, on pourrait considérer effectivement qu'elle n'est pas, elle n'est pas concernée par la limitation. Cela étant, dans la mesure où elle s'inscrirait dans le BFA lui-même, on pourrait avoir le risque que ce soit qualifié de garantie du titre du bail. Et je pense que dans l'avenir, pour sécuriser les choses côté bailleur, ces garanties-là, à mon avis, seront nécessairement stipulées dans un document à part, justement pour éviter le risque de requalification. En tout cas, moi, c'est comme ça que je le vois si le texte était adopté. C'est clair, merci beaucoup. Et je vous en prie. Caroline Champion, je crois que c'est à vous. Oui, Bonjour. bonjour Marie et merci beaucoup pour votre présentation. Je voulais revenir sur le sujet des types de locaux concernés par notamment les paiements mensuels. Est-ce que je voulais avoir votre avis sur les baux commerciaux qui sont consentis à des locataires qui exercent une activité médicale, consultation médicale? A priori, tel que vous l'avez présenté, tel que je le comprends du texte, je pense que ce ne serait pas concerné par... Je pense pas. Ouais, Je pense pas non plus. Je pense pas non plus. En plus, les activités effectivement de prestations médicales sont plutôt considérées comme des activités intellectuelles et s'exercent généralement dans d'anciens locaux de bureaux qui sont transformés. Même d'un point de vue urbanistique, on est sur une sous-destination à part. Alors, ça reste des locaux au sein duquel une clientèle, enfin une patientèle, mais en tout cas une clientèle est reçue au sens des dispositions du droit de l'urbanisme. Donc, est-ce que on considérait qu'on est sur le local, encore une fois, le texte dit un local destiné à l'exercice d'une activité de commerce de détail ou de gros ou de prestation de service. Donc, est-ce qu'on considérerait que les activités médicales restent l'exercice d'une activité de prestation de service, qui est une activité de prestation de service médicale, oui. et à ce moment-là, on rentre dans le texte? Ou est-ce qu'on considère que du fait de la nature non commerciale et non artisanale, puisqu'on est vraiment sur une activité libérale, on ne rentre pas dans le texte? Encore une fois, on est sur une zone grise, au même titre qu'on l'est sur les plateformes logistiques. Et c'est là où effectivement la suppression de la définition qui a été donnée par l'article 25A de la notion de ce qu'on entend par des activités à caractère commercial ou artisanal est quand même un petit peu dommageable parce qu'on va rentrer dans des débats sans fin sur toutes ces activités qui ne sont pas clairement, voilà, j'ouvre une boulangerie, je sais que je rentre dans le texte. Oui. Voilà. Toutes ces activités-là, effectivement, je pense qu'il faudra être prudent. Les bailleurs vont essayer de faire le forcing pour passer des garanties supplémentaires en disant que le texte ne s'applique pas. Et il y aura peut-être du contentieux qui sera initié par les locataires pour essayer effectivement de faire valoir leurs propos et il faudra attendre les premières décisions pour avoir une lecture claire. À mon sens, il convient nécessairement d'être prudent parce qu'on est quand même sur l'exercice d'une activité de prestation de service, même si elle est à caractère médical. Et donc, par précaution, j'aurais tendance à considérer que le texte s'applique à ce type d'activité. D'accord. Ce qui signifie qu'en fait, au sein d'un même bâtiment, selon les activités qui sont exercées, on aura des règles qui sont potentiellement différentes et donc des baux avec des règles différentes entre les des locataires. applicabilités. Oui, tout à fait. Vous, dans le suivi qui seront faits par les bailleurs ou même par les property managers, c'est vrai que ça va vraiment complexifier les règles de vérification. Et puis alors surtout quand le texte va être adopté sur les modalités de restitution, de savoir est-ce que la restitution est due, est-ce qu'elle n'est pas due, et les délais dans lesquels ça va intervenir, ça va être un sacré casse-tête pour pas mal de professionnels, oui, je vous confirme. Merci Je beaucoup. vous en prie. Je crois, Sadak, c'est à vous. Bonjour Marie, bonjour à Bonjour. tous. Alors moi, c'est dans la continuité de la question de Caroline, et désolée si je vous fais un petit peu répéter. Pas de mal. C'est sur le champ d'application toujours de L145-32.1, la nature de l'activité. Alors, moi, la question, c'est la notion de prestation de service appliquée à l'activité, par exemple, d'EHPAD.
donc qui est une prestation de service d'hébergement. Nous, par exemple, on met en place des baux commerciaux, autant pour des EHPAD. Donc, c'est des locaux généralement monovalents, hein. On a toujours un seul locataire, une seule activité. Mais donc, c'est la prestation d'hébergement d'EHPAD, mais ça peut aussi être pour des hôpitaux ou des cliniques privées. Oui. Donc, moi, j'applique mes baux commerciaux. Et là, je me pose la question de l'application de cet article. Parce que ça a une incidence considérable si c'est plus. Voilà. Je vais vous faire à vous à peu près la même réponse que j'ai faite à Caroline, c'est que effectivement l'activité qui est exercée dans un bâtiment à destination médicale, que ce soit effectivement un SSR, une clinique privée ou tout autre type, la question qui se posera, c'est est-ce qu'on exerce une activité de prestation de service? Clairement, d'un point de vue urbanistique, la réponse est oui. On regarde des destinations et des sous-destinations actuelles qui sont prévues par le Code de l'urbanisme, donc sur les 5 destinations, les 25 sous-destinations. Les activités médicales rentrent dans la catégorie des autres locaux au sein duquel est accueillie une clientèle. Faut que je vous retrouve très exactement la définition, mais on est clairement sur cette catégorie-là. Donc on serait effectivement dans le champ d'une activité de prestation de service. C'est un service de nature médicale, c'est un service de nature intellectuelle, mais vous avez effectivement une activité de prestation de service. Au même titre que dans une banque. Vous savez, une banque, c'est pas nécessairement un commerce de détail, mais vous rendez un service à une clientèle qui vient pour effectivement ouvrir un compte, retirer de l'argent. On est clairement sur l'exercice d'une activité de prestation de service, sur cette typologie d'activité. Mais par exemple, si on parle de l'EHPAD et qu'on regarde les destinations sous destination et qu'on est dans habitation, hébergement dans l'habitation, est-ce qu'on ne pourrait pas raisonner de cette manière, même si je ne contredis pas le fait, par exemple, que je suis en prestation de service, puisqu'il y a une prestation de service d'hébergement et d'autres prestations qui sont connexes, on va dire. Mais c'est vrai que j'aurais tendance à dire que si j'applique la destination urbanistique… C'est ça. Oui, non, mais justement, moi, c'est pour ça que pour l'instant, je vous visais les SSR et les cliniques, qui, clairement, pour moi, aujourd'hui, si je me réfère aux destinations sous destination d'urbanisme telles qu'elles sont prévues aujourd'hui par le Code de l'urbanisme, rentrent dans les prestations de services. En revanche, pour tout ce qui est prestations d'hébergement hôtelier de nature médicale, donc hébergement hôtelier ou hébergement médicaux, là, ce sont des sous-destinations effectivement de l'habitation, puisqu'on a notre petite sous-destination hébergement, les résidences étudiantes, les services para-hôteliers et également effectivement les EHPAD. Si on reste dans le silence du texte sur une espèce de ventilation par rapport aux destinations sous destination d'urbanisme, effectivement, les EHPAD pourraient échapper à la nature de ce qui est prévu aujourd'hui par le L145-32-1 et donc effectivement ne pas être soumis à la totalité des dispositions dont je vous ai parlé ce matin. En revanche, les activités plus médicales, alors avec de l'hébergement temporaire, hein, mais les cliniques privées ou autres, à mon sens, clairement, aujourd'hui relèvent d'une sous-destination qui rentre dans la destination commerce et activité de service. Et elle, en revanche, pourrait effectivement être considérée comme rentrant dans le champ du L145-32-1. J'allais dire que dans le silence du texte, la lecture raisonnable par le spectre des destinations sous destination d'urbanisme n'est pas la plus malheureuse qui puisse être, et je pense que c'est la plus raisonnable en attendant d'avoir un peu plus de visibilité. Merci beaucoup. Je vous en prie. Marie-Aline, je crois que vous êtes la suivante. Bonjour. Oui, bonjour. En fait, j'avais une question sur le champ d'application, mais je pense que vous y avez déjà pas mal répondu. C'est vrai que nous, on fait beaucoup de locations pour des bureaux et des plateformes logistiques. Du coup, on ne serait pas vraiment concerné pour tout ce qui est bureau par cette réforme. Bureau, c'est sûr. Oui, bureau, c'est sûr. Et pour la logistique, où on ne sait pas trop, ça dépend de l'activité du preneur à l'intérieur. C'est ça. Si vous êtes sur une pure prestation de stockage, vraiment stockage dédié à la livraison de centres finaux qui sont ceux au sein desquels s'effectue
l'opération de vente et la vente finale au consommateur, à mon sens, on pourrait plaider qu'on échappe au L145-32-1. En revanche, si vous êtes sur une plateforme de conditionnement et expédition au consommateur final, du type effectivement les plateformes des e-commerçants sans en citer aucun parce que c'est de toute nature, on pourrait considérer effectivement que vous réalisez une activité de prestation de service au sein du local qui consiste à conditionner pour une expédition consommateur final votre colis. Et à ce moment-là, on pourrait se demander si l'ensemble des dispositions que vous avez visées, donc que ce soit le paiement mensuel ou l'obligation d'avoir à réduire le montant des garanties, puisque ce sont les 2 points les plus importants effectivement qui nous préoccupent aujourd'hui, on pourrait se poser la question de savoir si ça s'appliquerait à ce type de locaux. Oui, tout à fait. Et donc, pas du tout applicable pour les bureaux. Enfin, cette Ah non, réforme, bureaux, ils sont... Alors, bureau, sous réserve effectivement qu'on soit sur un pur bureau, c'est-à-dire fonction administrative, et qu'on ne soit pas sur les bureaux un peu mixtes où dans la destination, il y a finalement une activité de formation qui est exercée ou autre. Hein, attention, parce que on a tendance à inclure dans bureau beaucoup de choses. Attention Antoine, oui, voilà, faites attention. On a tendance à inclure dans les bureaux pas mal de choses. Là, vraiment, on est sur le bureau pur. Hein. Voilà, il n'y a pas... Il y a vraiment... D'ailleurs, dans les destinations d'urbanisme, les bureaux sont vraiment dans la sous-destination des autres activités des secteurs secondaires et tertiaires. Et on est effectivement bureau sans accueil de clientèle. Hein. Voilà, soyons clairs sur ce point. Ok, merci beaucoup. Je vous en prie. Bertrand, je crois. Oui, tout à fait. C'est à vous. Bonjour. Alors, dans la lignée de ce qui a été évoqué, est-ce que les locaux d'activité avec une utilisation industrie légère échappent-ils au champ d'application de la loi ou pas? Est-ce qu'on est dans la zone grise? Alors, si on est effectivement sur de la... C'est pareil, ça, les locaux d'activité, c'est un monde en soi. On peut y mettre tellement de choses qu'on finit par plus savoir trop ce qui s'y fait. Si vous êtes vraiment sur des locaux activités de production industrielle, sans point de vente, sans point de retrait, sans vente directe à un consommateur, et que c'est vraiment l'atelier de ferronnerie pur et dur qui vient usiner ces aciers. À mon sens, aujourd'hui, on n'est pas dans le texte. La première question à se poser déjà, c'est de savoir si l'entreprise que vous y mettez relève éventuellement d'une activité artisanale, c'est-à-dire est-ce qu'éventuellement elle est inscrite au répertoire des métiers ou est-ce qu'elle rentre dans le champ de l'activité de nature artisanale, puisque la fin du texte vous dit bien que ça s'applique également aux prestations de services à caractère commercial ou artisanal. Donc, on a le premier point. Les petites TPE, PME de type maçonnerie qui vont venir effectivement stocker leurs camions, leurs outils, leurs parpaings pour pouvoir effectuer leur activité, à mon sens, pourraient bénéficier du régime. Et puis après, vous avez effectivement toutes les activités un peu pareil, j'allais dire, ancillaires autour de cette notion de locaux d'activité un peu large. Vous avez les carrossiers automobiles, les salles de crossfit et autres qui viennent souvent s'implanter dans la nature de vos locaux. Clairement, eux, ils vont être soumis au L145-32-1. Oui, tout à fait, parce que là, il y a une notion commerciale qui est un peu plus présente. Ouais. Voilà, typiquement sur vos locaux à vous, il faudra faire un vrai audit de la totalité des baux en fonction de la nature de l'activité autorisée au bail. Hein. Attention, c'est pas ce qui est important, vous, c'est la destination contractuelle, c'est-à-dire c'est ce qui a été autorisé au bail. Ce qui se passe effectivement dans les lieux, si ça se fait en contradiction des stipulations du bail, c'est pas votre problème. Mais il faudra faire un vrai audit en fonction de la destination qui a été autorisée au bail pour savoir si on rentre ou pas dans le L145-32-1, parce que clairement, sur les locaux d'activité tels que ceux de chez Sagax, clairement, il faudra faire un audit au cas par cas. Il n'y aura pas de grande possibilité d'avoir de se dire on est sur de l'activité mixte, ça passe ou ça casse. Bien. Merci beaucoup. Je vous en prie. Oui, Elisabeth.
Marie, du coup, par rapport à cette question, il faut faire attention du coup à l'objet social du preneur par rapport à l'activité réellement exercée dans les locaux. Donc, il faut qu'on fasse attention. C'est-à-dire que si on a un preneur qui a une activité, pardon, qui a un objet dont l'objet social de la société, c'est par exemple vente au détail ou etc., il faut bien qu'on fasse attention à préciser que la destination des locaux ne peut être que strictement, etc., ou du moins qu'on exclut la possibilité vente au détail ou commerce, etc. Ah oui, alors moi, Et ça, est-ce que moi ça oui, marche? oui, c'est une recommandation que je fais systématiquement Ouais, à mes clients. Ne jamais mettre dans un bail, les locaux sont à destination d'activité et pour l'objet social du preneur. Déjà parce que l'objet social du preneur, si on n'a pas un cabis annexé, on ne le sait pas. Et c'est surtout qu'un objet social peut évoluer. bien Le sûr. preneur, vous modifiez les statuts, il modifie son objet social. Donc ça, il n'y a rien de pire. Ce qui relève de l'obligation de délivrance du bailleur, et ce qui va relever aujourd'hui du point de savoir si on rentre ou si on ne rentre pas dans le L145-32-1, c'est ce qu'on a autorisé comme activité au sein des locaux. Encore une fois, c'est un bail d'un local destiné à tel type d'activité. Donc dans vos baux, encore plus aujourd'hui, c'était déjà le cas au titre de l'obligation de délivrance générale du bailleur, mais encore plus aujourd'hui, la clause de destination que vous allez faire figurer, elle est extrêmement importante. C'est celle qui va venir limiter ce qui est autorisé. Donc, pour échapper effectivement à une activité de commerce de détail ou de gros ou à la possibilité d'avoir une prestation de service à l'intérieur des locaux, il faudra être extrêmement prudent sur la rédaction de cette clause de destination. Encore plus aujourd'hui qu'hier. Très bien. Et je termine très vite, Marie. Donc, quand on est dans les baux en VFA, c'est-à-dire en état futur d'achèvement, vous savez que classiquement, on va demander des garanties qui permettent la bonne délivrance, etc. Oui. Ça, c'est pas concerné parce que c'est des Alors, garanties. oui, vous aviez peut-être été momentanément coupé, c'est une question qui m'a été posée. En principe, on est sur une garantie spécifique qui n'a pas vocation à venir garantir l'exécution du bail lui-même, mais D'accord. uniquement un point, un instant T qui est est-ce que le preneur va ou ne va pas prendre possession des lieux. S'il prend possession des lieux, pas de souci, la garantie lui est récitée. S'il ne prend pas possession des lieux, en fait, cette garantie vient couvrir le versement d'une indemnité qui est une espèce de dédit. Donc, à mon sens, ça ne rentre pas dans les garanties au sens du L145-40. Le problème, c'est que, étant incluse dans un bail, même s'il est en l'état futur, est-ce qu'un juge pourrait considérer effectivement que c'est une garantie de titre du bail puisque c'est inséré? Je pense que dans l'avenir, les rédacteurs extrairont cette garantie du bail lui-même et en feront un document autonome pour D'accord. éviter tout risque. Merci, Marie. En tout cas, moi, c'est ce que je préconise à mes clients. Merci beaucoup. Je vous remercie à tous de votre attention, de vos nombreuses questions, ce qui me fait dire qu'a priori, le sujet était important. En tout cas, il méritait de faire une petite revue. Comme à l'accoutumée, Anne-Sophie va vous adresser le slide de la présentation. Comme je vous l'ai indiqué, je me suis permis d'en faire un enregistrement audio-vidéo pour les personnes qui n'étaient pas disponibles ce matin. Donc, si vous souhaitez pouvoir le revoir, n'hésitez pas à en faire la demande, on vous l'adressera bien volontiers. Je vous souhaite à tous une excellente journée et si des questions, apparaissaient ou vous taraudaient dans les jours à venir, n'hésitez pas, comme d'habitude, à nous envoyer un petit mail, on y répondra bien volontiers. Merci à tous. Merci, Marie. Merci, bonne journée. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Marie. À bientôt. Merci. Merci, au revoir. Au revoir.